Depuis plus de 5 décennies, Juliette Binoche illumine le cinéma mondial, tissant une toile d'émotions où se mêlent une présence magnétique, une beauté envoûtante et une vulnérabilité qui touche au cœur. Ses performances, récompensées par les plus grands prix, et ses moments d'humanité pure, capturés à l'écran comme dans la vie, ont fait d'elle une figure intemporelle du cinéma français, un symbole de grâce, de résilience et de fragilité entrelacées. Pourtant, derrière cette icône se cache une femme dont la vie personnelle demeure un mystère, une énigme drapée de silence, de murmures d'amour passionné et de rares éclats de vérité. Aujourd'hui, à l'âge de 61 ans, dans un élan de sincérité aussi inattendu que bouleversant, Juliette Binoche dévoile un secret qui ébranle ses admirateurs comme ses proches. Après toutes ces années, après tous les hommes qui ont croisé son chemin, un seul occupe encore une place sacrée dans son cœur, un amour indélébile qui défie le temps, les ruptures et les distances. Qui est cet homme? Pourquoi, après des décennies de discrétion, a-t-elle choisi de briser le silence? Plongeons dans l'histoire méconnue de Juliette Binoche, une saga d'amour, d'art et de quête intérieure, marquée par la passion, la douleur et un désir qui, contre toute attente, brûle encore comme une flamme éternelle. Juliette Binoche, née le 9 mars 1964 à Paris, grandit dans un univers où l'art est une langue universelle. Son père, Jean-Marie Binoche, sculpteur, metteur en scène et acteur, et sa mère, Monique Yvette Stalens, actrice et professeure de théâtre, lui offrent un héritage créatif riche mais complexe. Cet environnement, vibrant d'expression, contraste avec les épreuves de son enfance. À 4 ans, le divorce de ses parents fracture son monde. Envoyée avec sa sœur aînée, Marion, dans une pension catholique près de Paris, Juliette découvre un univers austère, où la discipline rigide étouffe la chaleur expressive de sa famille. Ce déracinement précoce plante en elle une dualité, une soif insatiable de liberté artistique et une quête constante de sécurité émotionnelle, une tension qui deviendra la clé de son génie. À l'adolescence, Juliette trouve refuge dans le théâtre. À 15 ans, elle s'inscrit à des cours d'art dramatique, jouant dans des pièces locales avant de rejoindre le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. À 17 ans, elle foule les planches professionnelles, incarnant des rôles dans des pièces de Tchekhov et Pirandello, où elle apprend à canaliser ses émotions brutes en performances nuancées. Mais c'est le cinéma qui la révèle au monde. En 1983, elle décroche un petit rôle dans Liberty Belle de Pascal Canet, un tremplin modeste qui annonce son arrivée. 2 ans plus tard, Rendez-vous, 1985, d'André Téchiné marque son véritable envol. Dans ce film, elle incarne Nina, une jeune femme déchirée entre l'amour et le désespoir, face à Jean-Louis Trintignant. Sa performance, à la fois fragile et incandescente, révèle une actrice qui ne se contente pas de jouer, mais qui vit ses rôles avec une intensité désarmante. Le film, sélectionné à Cannes, attire l'attention internationale et pose les fondations de sa carrière. C'est avec 3 couleurs, bleu, 1993, premier volet de la trilogie de Krzysztof Kieślowski, que Juliette Binoche accède au statut de légende. Elle y incarne Julie, une femme ravagée par le deuil après la mort de son mari, compositeur célèbre, et de leur fille dans un accident de voiture. Chaque regard, chaque silence est une plongée dans l'âme humaine, une exploration du chagrin si universel qu'elle transcende les barrières culturelles et linguistiques. Pour préparer ce rôle, Binoche s'immerge dans l'univers de Kieślowski, étudiant la musique de Zbigniew Przesny, qui joue un rôle clé dans le film, et explorant les nuances du deuil à travers des lectures et des méditations. Sa performance, d'une honnêteté à vif, lui vaut la Coupe Volpi de la meilleure actrice à la Mostra de Venise en 1993 et consacre son statut parmi les actrices les plus influentes de sa génération. La carrière de Juliette Binoche est une tapisserie d'une diversité éblouissante, mêlant drames introspectifs, comédie romantique et expérimentation audacieuse. En 1996, le patient anglais d'Anthony Minghella la voit incarner Anna, une infirmière franco-canadienne dans un monastère italien dévasté par la Seconde Guerre mondiale. Face à un casting prestigieux incluant Ralph Fiennes, Christine Scott Thomas et Willem Dafoe, Binoche livre une performance lumineuse et retenue, empreinte de mélancolie et de résilience. Son personnage, une femme marquée par la perte mais portée par une compassion silencieuse, devient le cœur émotionnel du film. Le patient anglais remporte 9 Oscars, dont celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Binoche, un triomphe qui la propulse sur la scène mondiale à l'âge de 32 ans. En 2000, Chocolat de la Sahlström révèle une facette plus légère de son talent. Dans le rôle de Vianne Rocher, une mère célibataire qui ouvre une chocolaterie dans un village français conservateur pendant le carême, Binoche insuffle chaleur, humour et une sensualité discrète à une comédie romantique teintée de magie. Aux côtés de Johnny Depp,
elle incarne une femme libre, défiant les conventions avec une douceur subversive. Pour ce rôle, elle apprend l'art de la chocolaterie, passant des heures avec des artisans pour capturer l'essence de son personnage. Le film, un succès mondial, lui vaut une nomination aux Oscars et élargit son aura auprès d'un public plus large. Pourtant, Binoche ne court pas après la gloire. Elle refuse des blockbusters hollywoodiens, des rumeurs parlent d'offres pour Jurassic Park et Mission Impossible pour privilégier des projets audacieux qui explorent des territoires émotionnels complexes. En 2010, copie conforme d'Abbas Kiarostami, tournée en Toscane, la voit jouer une femme énigmatique dans une méditation sur l'identité, l'amour et l'illusion, face à William Schimmel. Ce film, à la croisée du drame et de l'expérimentation, met en lumière son attachement au cinéma comme quête intellectuelle. Sa performance, d'une subtilité hypnotique, lui vaut le prix d'interprétation féminine à Cannes, faisant d'elle l'une des rares actrices à avoir remporté les 3 grands prix européens d'interprétation, Cannes, Berlin, Venise. Plus récemment, son rôle de Coco Chanel dans la série The New Look, 2024, montre qu'elle n'a rien perdu de son éclat. Incarnant la couturière légendaire avec une intensité mêlée de vulnérabilité, Binoche prouve qu'elle peut encore réinventer des figures historiques avec une profondeur unique. Ce rôle, comme tant d'autres, reflète son approche. Elle ne joue pas un personnage, elle l'habite, puisant dans ses propres expériences pour donner vie à des émotions universelles. Ce qui distingue Binoche, c'est son authenticité. Les réalisateurs, de Kieslowski à Kiarostami, louent son approche intuitive, son refus des répétitions au profit d'une découverte spontanée de la vérité sur le plateau. Elle ne joue pas, elle devient, a dit Minghella. Elle-même décrit son processus comme une forme de méditation, où elle se connecte à l'essence d'un personnage à travers l'instinct rater d'incalculation. Cette alchimie, née d'une vie marquée par l'introspection et les épreuves, fait d'elle une artiste unique, une femme dont chaque performance est un miroir de son âme. Si Juliette Binoche brille à l'écran, sa vie privée reste un sanctuaire qu'elle protège jalousement. Contrairement à d'autres stars, elle ne livre pas ses drames personnels aux tabloïds. Ses relations, même avec des figures publiques comme Léos Carax, Olivier Martinez ou Benoît Magimel, sont évoquées avec une retenue rare. Une partie de moi a toujours été en mode survie, a-t-elle confié dans une interview au Guardian en 2019, une phrase qui éclaire sa résilience et sa méfiance face à l'abandon émotionnel. Cette prudence trouve ses racines dans son enfance fracturée, où l'amour parental, bien que présent, était marqué par l'absence et la séparation. Pour Binoche, jouer est plus qu'un métier, c'est une vocation, une manière de donner un sens au chaos de l'existence. Elle se livre pleinement à ses rôles, mais dans la vie, elle garde son cœur à l'abri, comme un trésor qu'elle ne confie qu'avec parcimonie. Cette tension entre abandon artistique et retenue personnelle est au cœur de son mystère, un paradoxe qui rend ses performances d'autant plus puissantes. Je ne peux pas m'abandonner complètement en amour, mais je le fais à l'écran, a-t-elle dit un jour, révélant la manière dont elle canalise ses émotions dans son article. En 1986, Juliette Binoche, alors âgée de 22 ans, croise la route de Léos Carax, un cinéaste visionnaire surnommé l'enfant terrible du cinéma français. Leur rencontre sur le tournage de Mauvais Sang marque le début d'une collaboration électrique. Carax, avec son style audacieux et son intensité presque obsessionnelle, voit en Binoche une muse capable de porter ses visions les plus folles. Elle, fascinée par son génie imprévisible, trouve en lui un miroir de sa propre passion créative. Leur alchimie dépasse vite le cadre professionnel et une romance naît, passionnée et tumultueuse, où l'art et l'amour s'entrelacent jusqu'à se confondre. Mauvais Sang, avec ses visuels saisissants, sa bande-son hypnotique et son émotion brute, devient un film culte, porté par la performance de Binoche en Anna, une femme prise dans un triangle amoureux. Pour ce rôle, elle travaille étroitement avec Carax, passant des heures à discuter de l'esthétique et des émotions du film, une collaboration qui renforce leur lien. Mais c'est leur projet suivant, Les Amants du Pont-Neuf, 1991, qui marque l'apogée et la chute de leur relation. Ce film, centré sur 2 amants marginaux vivant sur le Pont-Neuf à Paris, est une œuvre d'une ambition démesurée. Carax exige l'impossible, des décors grandeur nature, dont une réplique du pont construite à grands frais, des cascades dangereuses sans doublure, et une vérité émotionnelle à vif. Binoche, dévouée à son art, se jette dans le rôle de Michel, une artiste peintre au bord du gouffre, au point de brouiller les frontières entre fiction et réalité. La production, chaotique, s'étire sur 3 ans, minée par des dépassements de budget, des accidents sur le plateau et des tensions croissantes. Binoche, qui insiste pour réaliser elle-même des scènes physiquement éprouvantes, se blesse à plusieurs reprises, tandis que Carax,
perfectionniste intransigeant, pousse son équipe à bout. Sur le plateau, les disputes entre les deux amants deviennent fréquentes, les silences pesants. Leur amour, qui avait nourri leur créativité, se fissure sous le poids des exigences artistiques et des tempéraments passionnés. Il y avait des jours où nous ne communiquions qu'à travers la caméra, a-t-elle confié dans une interview ultérieure. Lorsque le film sort enfin, il est acclamé comme un chef-d'œuvre, la performance de Binoche saluée comme déchirante et sans peur. Mais derrière les éloges se cachent les décombres d'une relation consumée par son propre feu. J'ai tout donné à ce film et j'y ai perdu une partie de moi, dira-t-elle plus tard. Quitter Carax n'est pas seulement la fin d'une histoire d'amour, c'est un acte de survie, un choix de se préserver face à une passion trop dévorante. Après la tempête Carax, Juliette Binoche aspire à une vie plus paisible. Au début des années 1990, elle rencontre André Hallé, un plongeur professionnel dont le monde, ancré dans le silence de l'océan, est à l'opposé du tumulte du cinéma. Avec lui, elle découvre une forme de sérénité, un amour simple et sans projecteur. Hallé, avec sa connexion profonde à la nature, offre à Binoche un refuge loin des plateaux. Leur relation, discrète, échappe au regard des médias. En 1993, la naissance de leur fils Raphaël marque un tournant. La maternité transforme Binoche, l'ancrant dans une réalité plus tangible. Devenir mère, c'est cesser d'être le centre de son propre monde, dira-t-elle dans une interview à Elle en 2005. Elle emmène souvent Raphaël sur les plateaux, déterminée à concilier sa carrière et sa vie de famille. Bien que leur relation ne dure pas, Binoche et Hallé restent liés par un respect mutuel, coparentant Raphaël avec une harmonie rare. Cette période, bien que brève, lui apprend qu'un amour peut être doux et durable, même s'il n'est pas éternel. Elle dira plus tard que Hallé lui a offert un ancrage, une pause dans la tempête, une leçon qu'elle porte encore aujourd'hui. En 1995, sur le tournage du Hussard sur le toit de Jean-Paul Rapneau, Binoche rencontre Olivier Martinez, un acteur charismatique et passionné. Leur romance, intense et médiatisée, captive le public. Leur alchimie, visible à l'écran comme dans les premières et les festivals, fait d'eux le couple en or du cinéma français. Mais leur indépendance farouche mène à des conflits. Martinez, tout comme Binoche, est un artiste passionné, et leurs emplois du temps chargés exacerbent les tensions. En 1997, après 2 ans, leur histoire s'achève, laissant Binoche en quête d'un amour capable de répondre à sa profondeur émotionnelle sans menacer son autonomie. En 1998, le destin place Benoît Magimel sur le chemin de Binoche, lors du tournage des Enfants du siècle, un drame historique sur la romance tumultueuse entre George Sand et Alfred de Musset. Magimel, plus jeune de 10 ans, déborde d'une énergie brute et d'un talent magnétique. Leur alchimie à l'écran, où ils incarnent des amants passionnés, se prolonge hors caméra. Binoche, fasciné par l'intensité silencieuse de Magimel, trouve en lui un partenaire qui respecte son art tout en partageant sa curiosité intellectuelle. Leur relation, marquée par des rires, une tendresse inattendue et une passion sans filtre, offre à Binoche une forme de plénitude. Avec Benoît, il y avait une douceur, une simplicité que je n'avais pas connue auparavant, confiera-t-elle dans une rare interview personnelle. En 1999, la naissance de leur fille Anna scelle leur union. Pendant un temps, Juliette semble avoir trouvé un équilibre entre amour, famille et carrière. Elle emmène souvent ses enfants sur les plateaux, déterminée à rester une mère présente malgré un emploi du temps chargé. Elle décrit cette période comme un moment où tout semblait possible, l'amour, la création, la famille. Mais l'amour, surtout celui né dans l'intensité d'un tournage, peut être fragile. Dès 2003, des fissures apparaissent. Les pressions professionnelles, les différences de caractère et les démons personnels de Magimel, qui luttera plus tard contre des problèmes de dépendance, creusent un fossé. Leur séparation, discrète mais douloureuse, laisse Binoche se recentrer sur ses enfants et son article. Magimel, de son côté, traverse des années tumultueuses, marquées par des ennuis judiciaires, notamment une affaire de conduite en état d'ivresse en 2016 et une instabilité émotionnelle. Des proches confient qu'il n'a jamais cessé d'aimer Juliette, un sentiment qu'il garde en silence. C'était elle, toujours elle, dira un ami dans une interview anonyme aux Parisiens. Malgré la rupture, leur lien perdure à travers Anna. Des années plus tard, leur collaboration dans La Passion de Dodin Bouffant, 2023, révèle une complicité intacte, empreinte de respect et d'une nostalgie silencieuse. Sur le plateau, les observateurs notent une alchimie subtile, comme si le temps avait adouci les blessures sans effacer les souvenirs. Lorsque Magimel remporte un César pour ce film,
Binoche lui rend un hommage émouvant, « Bravo, Benoît, tu le mérites ». Ces mots, simples mais lourds de sens, laissent entrevoir un amour qui, bien que transformé, n'a jamais disparu. Dans une interview récente, publiée dans Le Monde en 2025, Juliette Binoche se livre comme rarement, sa voix tremblante d'émotion. « J'ai aimé plusieurs fois, mais il y a un homme que je n'ai jamais cessé de porter en moi, » confie-t-elle. « Dans mes souvenirs, dans mon imaginaire, dans ma fille. » Bien qu'elle ne le nomme pas, tout désigne Benoît Magimel, l'homme qui a partagé avec elle une passion brute, une famille et des années de silence. Une partie de moi a toujours espéré qu'on retrouverait notre chemin, pas forcément comme amants, mais comme deux âmes qui se sont aimées profondément. Cette confession, offerte sans artifice, n'est pas un appel à la réconciliation mais une vérité nue, un témoignage de la puissance d'un amour qui transcende le temps. Pourquoi parler maintenant ? Peut-être est-ce la sagesse de l'âge, la douceur du temps qui apaise les blessures, ou la certitude que certaines amours ne s'éteignent jamais. Binoche, qui a toujours préféré le silence aux déclarations publiques, semble avoir atteint un point où la vérité est plus libératrice que le secret. Avec les années, on apprend que l'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être réel, a-t-elle ajouté dans la même interview. Sa confession est un rappel que l'amour peut vivre dans l'ombre, sans étiquette, mais toujours présent, comme une flamme qui vacille sans jamais s'éteindre. L'histoire de Juliette Binoche est celle d'une femme qui a aimé avec courage, qui a transformé ses blessures en art, et qui a trouvé la force de dire la vérité, même après des décennies de silence. Son parcours, tissé de passion, de douleur et de résilience, est une invitation à réfléchir. Y a-t-il un amour dans votre vie qui, malgré les années, reste aussi vif que le premier jour ? Un souvenir, une personne, une émotion qui refuse de s'effacer ? Son héritage ne se limite pas à ses films ou à ses récompenses. Il réside dans sa capacité à incarner la vérité, à l'écran comme dans la vie, offrant au monde une leçon d'authenticité dans une époque souvent marquée par l'artifice. Juliette Binoche n'est pas seulement une actrice, elle est une narratrice de l'âme humaine, une femme qui a transformé ses chagrins en lumière. Que ce soit dans les silences déchirants de bleu, la tendresse de chocolat ou l'introspection de copie conforme, elle nous rappelle que l'art, comme l'amour, est une quête de vérité. Et dans cette quête, elle a trouvé non pas une fin, mais un éternel recommencement. Partagez votre histoire dans les commentaires. Avez-vous un amour, un souvenir, une émotion qui reste vivant malgré le temps ? Si ce voyage au cœur de l'âme de Juliette Binoche vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits où l'amour et l'art s'entrelacent. Merci d'être là, et à bientôt pour une nouvelle histoire où les cœurs ont encore tant à dire.